est 15 heures, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. Le chef de l'État à l'honneur du Sénat français. Dans le cadre de sa visite officielle de 3 jours à Paris, vous entendrez le président de la République dans ce journal. Et l'Europe reste vulnérable selon le directeur Europe de l'OMS. C'était les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh effectue une visite officielle de 3 jours à Paris à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron. Des moments importants pour la première journée hier de la visite officielle du président de la République qui s'est rendu successivement au siège du MEDEF pour le volet économique, suivi d'une rencontre solennelle au Sénat français. Enfin, une rencontre avec la secrétaire de l'OIF. Au Sénat, donc, le président de la République a reçu un accueil chaleureux avec les honneurs présentés par la garde républicaine, dont un peloton monté à cheval et un peloton en musique, accompagné par son ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, du président du groupe d'amitié Djibouti-France, Dileta Mohamed Dileta, et l'ambassadeur de Djibouti en France, Ayed Moussaad Yahya. Vous ont été présentés par un détachement de la garde républicaine composé de la musique d'infanterie, une section de fantassins, 2 escouades de cavalerie, l'ensemble placé sous les ordres de la capitaine Poliès de la garde républicaine. Le président Guelleh a été reçu sur le perron du Sénat par le vice-président du Sénat, Roger Carucci. Sur place, donc le président a donc reçu un accueil chaleureux des hauts responsables du Sénat et par la suite le président de la République a signé le livre d'or du Sénat français suivi d'entretiens officiels avec les représentants du Sénat. Les voies et moyens de renforcer la coopération entre Djibouti et la France ont été au centre des discussions. Et enfin, la visite du président de la République au Sénat français a été clôturée par un déjeuner offert par le président du Sénat. C'était hier. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a débuté donc sa visite officielle avec le volet économique où il a rencontré et discuté au siège de la principale organisation du patronat français, le MEDEF. En premier lieu, le président Guelleh a eu un premier entretien en tête-à-tête avec le président du MEDEF international, Geoffrey Roux de Bézieux. Cette rencontre a permis pour les deux parties d'amorcer un nouveau partenariat entre Djibouti et le MEDEF, principale organisation du patronat français qui, on le rappelle, intervient dans de nombreux pays du continent.
Et poursuivant toujours sa visite au siège du MEDEF, le président Guelleh a participé à une réunion du Conseil d'entreprise France-Afrique de l'Est en présence du président de la branche internationale du MEDEF, Philippe Labonne. Cette réunion a vu la participation de la délégation qui accompagne le président de la République à Paris. Les discussions et les échanges ont été francs avec les partages des valeurs et avantages mutuels propices au développement des secteurs privés djiboutiens et français. Les différentes rencontres du président Guelleh et la délégation qui l'accompagne ont pour objectif de redynamiser l'engagement et l'implication des hommes d'affaires de la principale organisation du patronat français, MEDEF, dans le développement économique de la République de Djibouti. Durant les discussions, les atouts et potentialités ont été présentés par la partie djiboutienne. L'intérêt des représentants et hommes d'affaires du MEDEF était palpable pour nouer des partenariats avec le secteur privé djiboutien, et ce dans de nombreux domaines, dans la télécommunication et le classement de Doing Business ont été abordés. Prenant la parole, le responsable du MEDEF, Philippe Labonne, a précisé que le MEDEF est très intéressé pour investir à Djibouti en partenariat avec les entreprises djiboutiennes. Nous l'écoutons. Très heureux aujourd'hui d'accueillir Monsieur le Président de la République qui nous honore une fois de plus de sa présence au sein du MEDEF. Donc le MEDEF international est un outil de promotion du savoir-faire et des entreprises françaises à l'étranger. Nous organisons plus de 200 événements par an, dont 40% en Afrique subsaharienne. Je souhaiterais rappeler que la France et votre pays entretiennent une longue relation historique que nous partageons avec d'autres pays. Au niveau économique, cette relation peut et sera approfondie, et la délégation d'entreprises françaises qui est là a plusieurs projets d'investissement et vous interrogeront sans doute sur la trajectoire que vous donnez à votre pays et les conditions dans lesquelles ils pourront développer votre projet. Et nous sommes également très intéressés pour échanger avec nos collègues djiboutiens pour étudier comment allier le dynamisme et la volonté d'entreprendre de vos entrepreneurs avec le savoir-faire des entreprises françaises. Nous avons prévu, Monsieur le Président, que nous allons organiser une visite à Djibouti. Et dans son intervention lors de cette réunion, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a remercié les représentants des entreprises du MEDEF pour avoir participé à cette réunion. Il a par la suite lancé un vibrant appel aux entreprises françaises du MEDEF à venir investir en République de Djibouti, qui est dans une bonne trajectoire, a-t-il dit, vous l'entendrez, pour canaliser les investissements des entreprises du MEDEF. Le président de la République. Je suis particulièrement heureux de me retrouver ici à Paris, en votre présence. Et je vous remercie tout d'abord chaleureusement de vous être déplacé, malgré les contraintes qu'impose la situation sanitaire. En ces temps particulièrement difficiles, incertains et exigeants, il nous faut tous, à notre mesure, garder le cap, maintenir les projets et les ambitions à moyen terme et préparer l'après. Dans ce cadre, mon propos sera franc et direct. Djibouti est une terre d'avenir et d'opportunités. Et nous souhaitons que la France et les entreprises françaises participent activement à nos côtés au développement de ces opportunités. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter la plateforme exceptionnelle que nous avons construite pour développer nos échanges et qui plus est, reste la seule plateforme francophone à plusieurs milliers de kilomètres, à l'exception de quelques entreprises et à l'exception de quelques grands amis qui connaissent très bien notre pays. À l'exemple du président Geoffroy Roux de Bézieux, la France a eu beaucoup d'autres sujets d'expansion internationale et l'Afrique de l'Est, jusqu'à récemment, n'y avait pas tenu une grande place. Je crois que par la volonté du président Macron et de celle des nombreuses entreprises, ces temps sont révolus. C'est pourquoi
Je souhaite aujourd'hui engager avec vous un dialogue franc et décomplexé qui pourra tous nous permettre d'avancer et d'entériner un partenariat qui soit fondé sur les valeurs qui nous sont communes, sur les avantages mutuels et l'équilibre de nos intérêts. Comme vous le savez, notre rencontre ce matin n'est pas la première du genre. Vous connaissez déjà, pour certains, Djibouti. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que notre port est devenu l'un des 3 importants en Afrique sur les grandes routes mondiales, avec Durban et Tanger. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que 8 câbles sous-marins de télécommunications atterrissent à Djibouti, ou encore que notre système financier est le plus stable de la région. Notre monnaie est en parité fixe avec le dollar. Elle est convertible sans restriction. Il n'y a ni contrôle de change, ni double marché des devises. Et dans une région où les paiements extérieurs sont un sujet de préoccupation, notre masse monétaire a une couverture de 110% en devises fortes et notre système bancaire commercial détient l'équivalent de 50% du PIB en avoir extérieur. Si nos banques sont surliquides, c'est ce que nous ne sommes pas qu'un hub logistique. Nous sommes devenus un hub financier. Nos projets en cours d'investissement en réseau de fibres optiques et en data centers y ajouteront un rôle indispensable en hub numérique. Vous avez sans doute observé que nous avons gagné 55 places en 2018 au classement Doing Business de la Banque mondiale. Une évolution que la Banque n'avait jamais constatée. Dans le même temps, le FMI revalorisait notre PIB de 38%, précisément parce qu'il n'avait pas enregistré le développement des industries ni l'exacte mesure de la dynamique des télécommunications. Cette évolution de Djibouti, nous l'avons construite, le peuple de Djibouti l'a construite. Notre vision 2035, c'est celle d'une économie diversifiée. Nous ne voulons pas d'une monospécialisation logistique. L'avenir de tout le continent, comme le nôtre, est à l'industrialisation. Nos zones franches industrielles pèsent aujourd'hui 20% du PIB. Elles créent de la valeur ajoutée aussi bien pour les marchandises qui transitent par nos ports que pour les matières premières de l'Interland qu'elles transforment et conditionnent pour la réexportation. Elles forment le plus vaste ensemble de parcs industriels francs du continent. Dans ces zones, je vois des entreprises africaines et asiatiques et je m'en félicite. J'y verrai volontiers des entreprises européennes. Elles sont attendues, soutenues fiscalement et désirées. Dans la seconde partie de son discours, le numéro 1 djiboutien a indiqué que l'équilibre de notre économie est social. Une économie doit être inclusive et satisfaire les besoins de base et le bien-être des populations, a-t-il affirmé. Réécoutons le chef de l'État. Notre modèle actuel de développement est cohérent pour profiter de la mondialisation. Mais l'équilibre de notre économie est aussi social. Une économie ne peut pas être simplement extravertie, elle doit être inclusive et satisfaire les besoins de base et le bien-être des populations. Je crois que là encore, nous désirons la présence de l'Europe et singulièrement de la France. Oui, nous avons besoin d'investissements. Oui, nous avons créé un écosystème pour les accueillir et les rendre rentables. Mais nous avons besoin de plus que cela. Nous avons un besoin d'investissement socialement responsable et d'infrastructures sociales. Nous avons besoin d'entreprises actives dans tous les compartiments de la santé, de l'éducation et du tourisme. Nous avons besoin d'entreprises à fort impact social. Je voudrais conclure
en traitant de deux idées reçues qu'il faut oublier. La première tient à notre dette publique. Cette dette ne nous crée pas de risque macroéconomique. Elle atteint 71% du PIB et je sais bien que je parle dans un pays où elle est bien plus élevée. On a pu laisser croire qu'elle allait dépasser 100%, mais c'était avant que le PIB soit recalculé correctement. Je voudrais préciser qu'elle est de maturité longue et de taux bas, car essentiellement composée de concours d'aide au développement. Le service de la dette est donc très soutenable, mais le plus important, c'est qu'elle ne finance pas des dépenses courantes. Elle a pour contrepartie des infrastructures et des équipements. Tous sont indispensables au développement. Elle crée les externalités indispensables aux entreprises. L'essentiel des financements est très rapidement rentable, avec des taux de rendement du capital très supérieurs à nos taux d'intérêt débiteurs, comme le disait Mario Draghi quand il était président de la Banque centrale européenne, c'est de la bonne dette. C'est par exemple le cas des ports, de leurs zones industrielles, des télécommunications ou des énergies renouvelables, puisque nous commençons d'exploiter en partenariat public-privé notre potentiel considérable géothermique et solaire. La dette, qui a besoin d'une maturité plus longue et qui pèse environ le quart du total, c'est celle du chemin de fer Djibouti-Addis Abeba, construit et financé par la Chine. C'est normal. Vous connaissez bien qu'avec les lignes ferroviaires à grande vitesse, il faut les amortir sur 2 décennies. Dans notre cas, il faut encore compléter certains équipements en énergie et en accès à nos sites portuaires. Puis, nous prévoyons de passer de 2 trains à 10 par jour sur cette ligne électrifiée de 750 km. C'est absolument nécessaire pour transporter des volumes de croissance exponentielle et le réaliser à des coûts financiers très bas et avec une empreinte carbone infiniment plus faible que l'actuel transport terrestre. C'est une réalisation unique en Afrique, la première solution à l'enclavement de très grandes économies. Elle va valoriser d'immenses territoires qu'elle ouvre à l'industrie, à l'exploitation minière et à l'agriculture. Son réseau créera des milliards de dollars de valeur foncière et urbaine. Il fallait simplement amortir cette dette sur une période qui corresponde au tempo du développement de cette immense création de valeur. La Chine le comprend parfaitement. Et avec l'Éthiopie, nous aménageons cette dette dans une bonne compréhension mutuelle. La seconde idée reçue, c'est que nous privilégions certaines relations internationales par rapport à d'autres. Par exemple, que nous privilégions la Chine. Dans sa quête du progrès, Djibouti veut privilégier les cadres d'échange et de dialogue avec l'ensemble de ses partenaires et exige des rapports de partenariat plus qualitatifs, plus justes et plus équitables. La conscience de l'urgence du développement que nous avons nous enjoint d'élargir notre cercle de partenariat de sorte qu'il n'y ait ni d'exclusion ni d'exclusivité à Djibouti. Toutefois, mon message aujourd'hui est que la France, qui est et restera un allié privilégié, a sa place dans le développement de Djibouti. Ne nous regardez jamais comme un champ de clos de rivalité. Regardez-nous pour ce que nous sommes vraiment et au sens propre, un havre de paix et une terre d'opportunité. Je suis ouvert à toutes les questions et surtout, si je suis très heureux d'être votre invité à Paris, je le serai encore plus que vous acceptiez mon invitation à Djibouti. Je vous remercie.
Et après le MEDEF et le Sénat, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été reçu hier par Mme Louise Mouchikiwabo, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie au siège de l'OIF. Les deux responsables ont effectué un point d'étape, des discussions entamées lors de la dernière visite de la secrétaire générale à Djibouti en décembre dernier, notamment sur l'ouverture du centre régional francophone à Djibouti. Le président Guelleh a réitéré son plein engagement en faveur du rayonnement de la langue française à Djibouti et au-delà dans la sous-région, ainsi que son engagement politique pour faire de l'égalité femmes-hommes une réalité dans son pays. Par la suite, le chef de l'État a signé le livre d'or de l'OIF, image que vous aurez dans nos prochaines éditions. Retour à Djibouti où le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim Abdelkader Kamel Mohamed a clôturé hier les ateliers liminaires du Forum national de l'emploi au Palais du Peuple en présence du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration Esmaïl Ibrahim Rablalale, du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Mustafa Mohamed Mahmoud et du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications Redouane Abdoulaye Bahdan. Ces ateliers ont regroupé tous les acteurs institutionnels, les partenaires techniques de l'emploi et les partenaires sociaux. Les échanges durant ces 3 journées d'ateliers ont permis de mettre en lumière les thématiques liées à l'emploi, notamment la formation, l'apprentissage, la santé au travail et la sécurité sociale. Réfléchir ensemble sur les obstacles à la création d'emplois et de faire des recommandations sur les mesures spécifiques pour atteindre le travail décent et le plein emploi productif. Écoutez le Premier ministre à présent pour plus de précisions. Comme vous le savez, le président de la République a personnellement parrainé le lancement de cette réunion de haut niveau du projet que vous avez annoncé tout à l'heure, Initiative pour l'emploi. C'était le 26 octobre 2020. C'est vrai que c'est un acte majeur qui était de viser et de promouvoir le plein emploi, qui est productif et le travail décent surtout à travers l'insertion des jeunes dans le marché du travail. La création massive d'emplois, principalement en faveur des jeunes, figure au premier plan du gouvernement. C'est pourquoi la problématique de l'emploi est d'intégrer de manière explicite et centrale au sein du cadre des programmations politiques publiques à travers une succession de documents stratégiques comme la Vision 2035, la SCAP, la Politique nationale de l'emploi 2014-2024, qui a été présentée par le ministre de l'Emploi. Depuis, notre pays est engagé depuis plusieurs années dans un processus de promotion de l'emploi impliquant de nombreuses parties prenantes. Je vois ici des gens qui sont chargés de la formation professionnelle, comme de la CNSS. Je pense aussi les gens qui sont dans les établissements publics télécom, EDD, qui aussi de leur côté essayent de trouver quelle est la meilleure façon d'intégrer les jeunes qui sortent sur le marché du travail. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Mohamed Hassan Baleh, a reçu hier Marcel Akapouvo, le nouveau représentant régional du Haut-Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies pour l'Afrique de l'Est, accompagné de Mme Florina Frey au cadre du bureau régional. Ont assisté à cette entrevue le secrétaire général du ministère, Chouaib Adjel, et le conseiller technique du ministre, Idriss Moussa Ahmed. Le représentant régional du Haut-Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies a tenu à remercier le ministre pour son accueil fraternel. Il s'est dit réjoui d'entamer sa première visite à Djibouti en vue d'explorer des pistes de partenariat avec les différentes institutions nationales dans les domaines qui renforcent l'entente et la cohésion sociale pour pérenniser les efforts de développement inclusif.
De son côté, le ministre a souhaité la bienvenue au représentant régional du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU en soulignant l'intérêt que porte son département à la promotion de la culture, du dialogue, de solidarité et de partage. Et d'ajouter, notre pays a réussi à consolider davantage le tissu social dans le respect des valeurs citoyennes et humaines dans le cadre de la politique visionnaire du président de la République. Les deux parties ont convenu de maintenir les contacts pour mettre en œuvre des programmes conjoints favorisant le dialogue et la lutte contre les messages incitant à la discrimination et au sentiment de la haine. Autre nouvelle, après les régions du Nord, l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre de ses missions de contrôle et de suivi, a poursuivi les audits pédagogiques dans les établissements d'enseignement moyen et secondaire des régions du Sud et ce durant toute cette semaine. Eh bien, la délégation présidée par l'inspectrice générale de l'enseignement général est composée de l'ensemble des inspectrices et des inspecteurs de cet ordre d'enseignement a été reçue dans chacune des régions par les autorités locales qui n'ont pas manqué de saluer là aussi les réalisations du ministère de l'Éducation nationale et l'engagement personnel du ministre de l'Éducation. Images donc que vous aurez dans nos prochaines éditions. À la une également, l'Académie de police Idriss Farabani a ouvert ses portes hier à plus d'une centaine d'écoliers issus de l'école privée La Farandole. Cette visite donc pédagogique à l'Académie avait pour objectif de faire connaître le métier de policier, mais aussi de découvrir l'importance du travail de ces hommes et de ces femmes qui veillent jour et nuit au maintien de l'ordre et de la sécurité dans notre pays. Les petits visiteurs étaient accompagnés de leurs enseignants, de parents, mais aussi du directeur de l'école, Saïd Abdoulaye Miguel, et de ses proches collaborateurs. Accueilli donc à leur arrivée par le directeur de l'académie, le lieutenant-colonel Almeda El Meghil et les moniteurs de l'académie, la journée donc a débuté par l'intonation de l'hymne national.
par la suite une projection. Par la suite, une projection sur les missions et les prérogatives de la police nationale a par la suite été présentée aux enfants de l'école privée La Farandole. Le directeur de l'académie a mis l'accent sur l'importance de ces journées de découverte du métier de policier. Nous l'écoutons. Nous avons effectué une sortie pédagogique à l'école, l'académie de la police. Et avant tout, nous remercions d'abord le colonel Abdoulaye Abdi, directeur de la police nationale, de nous avoir accepté ou donné l'autorisation de visiter l'académie de la police. En deuxième lieu, nous remercions encore le colonel Ilmi, directeur de l'académie, qui nous aussi nous a bien accueillis, qui nous a vraiment nous a souhaité les bienvenus, nous et les élèves, qui nous a fait voir, faire visiter les élèves les différents lieux de l'école. Et en dernier lieu, nous remercions ces collaborateurs qui ont aidé, qui lui ont facilité dès que ces visites se passent dans un bon sens. C'est donc le directeur de l'école privée La Farandole, monsieur Serid Abdoulaye Miguel. Par la suite, les élèves ont assisté à plusieurs démonstrations organisées par des policiers. La brigade cynophile, conduite par le lieutenant Bakal Amin Ataye, chef de la brigade cynophile du raid, a présenté aux enfants 2 chiens de la race malinoise chargés donc du maintien de l'ordre. En fin de matinée, les enfants ont assisté à une opération de maintien de l'ordre face à des manifestants. Les élèves ont pu également admirer la brigade équestre et le défilé des nouvelles recrues. Les jeunes élèves de l'école privée La Farandole sont ressortis de l'académie les yeux pleins d'étoiles et surtout la ferme volonté qu'un jour, ils endosseront également la tenue de policier pour veiller au maintien de la paix et de la sécurité dans leur pays. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. L'écrasante majorité des pays européens reste vulnérable. C'est ce qu'a estimé le directeur Europe de l'OMS, pour qui, à l'heure actuelle, la frontière est mince entre l'espoir suscité par les vaccins et un faux sentiment de sécurité. La question des variants du coronavirus vient bousculer l'optimisme né de la mise au point de vaccins et entraîne de nouvelles restrictions. Par crainte de ces variants, l'Allemagne a décidé hier de fermer sa frontière avec la République tchèque et le Tyrol autrichien. Le ministre allemand de l'Intérieur a indiqué que cette mesure prendrait effet dimanche soir et que le Tyrol et les régions tchèques frontalières de l'Allemagne allaient être classées dans la liste des territoires très touchés par les mutations du virus. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h pour un nouveau journal. Bon week-end à toutes et à tous.